Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time comme tous les mercredis soirs sur Watch TV, le rendez-vous du broadcast, de la production vidéo, des nouveaux médias et des web TV. On est ensemble pendant une demi-heure avec mes copains que vous connaissez bien et que je vous représente une nouvelle fois. D'abord, on va saluer Fabrice Arad. Bonjour Benjamin. Salut Fabrice. Comment ça va? Très bien. Très bien, voilà, pleine forme, pas de météo dangereuse, ni trop chaud ni trop froid, tout va bien. Tu es prêt pour cette grande demi-heure qu'on va consacrer pour une fois à nos coups de cœur de l'année, hein, à ces produits qui nous ont marqués et que vous aurez peut-être l'occasion, alors c'est pas forcément des cadeaux de Noël puisqu'on parle quand même d'équipements semi-pro, voire pro, mais voilà, c'est un petit peu le meilleur de l'année qu'on vous propose aujourd'hui dans Watch TV. Et évidemment, on ne serait pas au complet sans Stéphane Faudeux, le fondateur et l'éditeur de MediaQuest. Salut Stéphane. Salut à vous deux. Ravi de te retrouver pour cette demi-heure. Alors, on a fait les comptes, on a 16 ou 17 produits pas forcément à vous présenter d'ailleurs parce que vous les connaissez peut-être en partie pour certains, mais on a quand même 17 produits à passer en vue. Alors on va commencer tout de suite et Fabrice, c'est toi qui démarre avec le Decimator. Alors c'est un modèle, c'est MDHX, c'est un petit outil un peu couteau suisse comme on va dire, hein. Tu encodes du HDSDI vers HDMI, du HDMI vers HDSDI, mais sa petite fonctionnalité intéressante c'est qu'il fait de l'upscale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer, ou du downscale, on va pouvoir jouer sur les fréquences d'image et sur les fréquences, changer le format en fait de ton image. Donc ça peut être pratique quand tu as une sortie qui ne correspond pas à celle que tu veux utiliser. On a un mélangeur qui n'accepte pas tous les formats, tu veux un format spécifique, c'est très bien. Et l'intérêt, c'est que non seulement tu rentres en une source, mais tu vas sortir en plusieurs sources. Donc ça, c'est pareil, ça te permet de faire une multiprise de tes images, très très pratique. Et là, tu vois, tu as un petit menu après pour rentrer et changer tes fonctions. Tu as une entrée, sortie, et tu peux faire à peu près ce que tu veux. Et toi, tu as 14 modes de fonctionnement. Au prix où il est, aux alentours des 300 €, très franchement, ça va vous sortir des petites panades qu'on a toujours un moment qu'on va rencontrer. On veut mettre un écran d'ordinateur pile poil sur notre image pour dire comme on vient de faire avec l'image d'internet. Et ben là, ça tombe bien, on pourra le faire sans problème. Bon, voilà, premier produit, le Decimator MDHX, puisque c'est son petit nom au complet. On va continuer avec toi, Stéphane. Et alors là, on va changer de gamme de prix, hein, direct. Tu as tapé dans le cadeau un peu cher. Ah, moi, tu m'as dit liste de Noël. Moi, j'y crois encore. Hein. Mon Père Noël. Les rennes sont à l'extérieur. Là. Oui, donc c'est une année qui est 4K, hein, donc c'est vrai qu'on en parle depuis quelque temps. Il manquait des références un peu plus professionnelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, les professionnels utilisent souvent des produits entre guillemets grand public. À l'intérieur, c'est des composants souvent qui sont un peu plus fragiles, qui vont supporter difficilement les allumages, l'extinction, qui vont difficilement supporter le 24/24. Donc là, Panasonic, ils ont abandonné le plasma, hein, depuis quelques mois, donc ils sont aujourd'hui dans une gamme LCD, mais ils proposent en fait deux nouveaux écrans qui sont des écrans 4K, un modèle 84 pouces et un modèle 98 pouces. D'ailleurs, c'est le modèle 98 pouces qui est le premier à sortir. On fera abstraction de la référence, hein. On en parle nous sur MediaQuest. Juste le prix histoire de se faire mal, hein, c'est 56 500 €. Ah oui. Oui. Alors par contre, c'est marrant, moi j'en ai un moins cher. Ah oui, non, mais bon, c'est pas le même, j'en suis sûr. Il est plus petit, c'est ça que tu veux dire. Exactement, c'est le 84 pouces qui est moins cher. Alors, on a dit 1 minute par produit, hein, donc il faut vraiment qu'on revienne. Non, l'avantage de celui-là, on va pas faire toute panégyrique du produit, mais pour une fois, le constructeur a fait une chose qui est assez intelligente, c'est que c'est un produit qui est un produit de ce qu'on appelle d'installation, hein. C'est pour des showrooms, pour des lieux assez prestigieux, et il a mis le même système d'accroche et de vis que les modèles HD classiques. Donc en fait, voilà, il n'y a plus qu'à démonter le HD et mettre le 4K. Donc on dépense un peu d'argent, mais on gagne du temps dans l'accroche. Eh ben super, voilà, donc un petit budget quand même, mais une très très belle bête de 98 pouces. Hein. 98 pouces, ouais. Il faut de la place, hein, pour le mine de rien.
Alors c'est à moi et ben moi je voudrais vous dire un mot d'un logiciel que je trouve épatant puisqu'on s'en sert au quotidien sur Watch. C'est un logiciel d'encodage de Telestream dont on parlait il y a une semaine à propos de Wirecast. Ce logiciel c'est Episode. Alors pourquoi épisode plus qu'un autre? Pour une raison très simple, c'est que on peut en fait créer des workflows, comme on dit en anglais, donc des processus de travail qui partent de la source, donc du fichier qu'on veut encoder, qui passe par l'encodeur, donc le type de traitement qu'on veut appliquer, et qui se termine par la destination, c'est-à-dire l'endroit où on veut envoyer son fichier. Donc dans notre cas ici à Watch, on encode les fichiers des émissions en H264 pour les envoyer sur YouTube, etc. Et on les stocke en même temps sur le serveur central de Watch, ici en local, et on les envoie en FTP sur notre serveur. Voilà. Donc c'est un soft très très bien fait. Et la raison pour laquelle je l'ai ajouté à ce palmarès, on va dire, de Noël, c'est que très concrètement, hier, j'en ai eu besoin. Ça a été le seul logiciel dont je disposais ici pour transformer du MPEG 2 en ProRes. Très concrètement, j'ai reçu un fichier d'une pub, d'un spot qu'on va passer sur Watch. Et aucun moyen de le convertir autrement qu'avec Episode. Voilà. Donc un très très bon logiciel qui existe en deux versions. Une version entre guillemets standard à environ $600 et une version pro à $1200. Voilà. Donc c'est du soft pro, mais un beau logiciel. Telestream est une référence depuis de nombreuses années sur le marché broadcast. Avant de faire du pur logiciel, c'était des boîtes hardware. Et c'est vrai qu'il a toujours eu une grande qualité et surtout de pouvoir automatiser les process, ce que tu appelais le workflow, d'automatiser toutes les étapes. Alors voilà, on continue avec toi, Fabrice, puisque dans l'ordre, c'est ton tour. Alors tu vas nous parler d'un produit de chez Roland. Qu'on avait découvert. Oui, alors on l'avait découvert, il n'était pas forcément tout neuf, mais un peu caché dans les cartons. On l'a revu à l'IBC un peu mieux exposé. C'est le FS-Delay. Alors moi j'ai un petit coup de cœur pour ce produit-là parce que pour une fois il me sort de la panade que j'ai tendance à rencontrer trop souvent maintenant, c'est le décalage audio. Tout simplement parce que de faire du process numérique, faut pas oublier qu'on a une latence entre l'audio et la vidéo qui n'est pas la même, pas la même gestion. Donc souvent on a un décalage entre l'image et l'audio. Et ce petit produit a ce côté magique qui peut gérer à la fois le délai audio mais aussi retarder l'image si on a besoin. C'est-à-dire que si on veut recalibrer tout simplement l'image, je vais prendre un exemple tout simple, quelqu'un qui veut mettre une GoPro dans une réalisation avec des caméras pro, c'est quasiment impossible. Le traitement d'image est vraiment décalé par rapport à l'audio et pour que ça se synchrone, il va falloir retarder les caméras pro pour les mettre au même délai que la caméra GoPro et gérer l'audio. Et ça va pouvoir le faire. On est dans une gamme de prix qui est aux alentours de 500-600 €, mais pour ce qu'il fait, ça peut nous sortir d'une vraie solution autre que des gros délais audio qui coûtent très, très vite très cher. Et on peut s'en servir également en sortie de gestion d'un mélangeur audio-vidéo pour le mettre au final, quand on veut remettre simplement l'audio sur son mélange vidéo. Voilà. Donc le prix, tu l'as donné, Fabrice ? Entre 500 et 600 €. Voilà. Ouais, donc c'est plus cher qu'un... Mais il fait plusieurs fonctions, parce qu'il fait aussi HDMI vers HDSDI, HDSDI vers HDMI, et la gestion à la fois de l'audio et à la fois de la vidéo. Il fait les deux. Allez, on retourne vers toi, Stéphane, pour alors un boîtier, un réflexe qui permet évidemment de faire de la vidéo, qui a fait beaucoup de bruit, c'est le fameux Alpha 7S de Sony. Oui, c'est un produit hybride et qui, c'est vrai qu'il est arrivé un tout petit peu après le GH4 de Panasonic. Son point fort, en dehors de faire de la prise de vue 4K, c'est le travail sur les basses lumières. Il y a des vidéos de démonstration sur le site de Sony. On vous donne la sensibilité, je crois qu'il y a plus de... Je sais plus il y a plein de zéros. C'est 400 000 ou c'est 4 millions d'ISO. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais pour avoir vu justement en petit comité lors du lancement de l'appareil, des vidéos qui avaient été faites par un directeur de la photographie anglais, il a fait des images la nuit. C'était un documentaire sur la pêche et je sais plus, il faisait des poissons fumés. Et donc on voyait simplement un pêcheur qui était à côté de son feu et qui séchait le poisson, et on avait une image où on avait l'impression d'être en plein jour, quoi. Donc,
pour ceux qui travaillent dans des conditions assez extrêmes, sans pouvoir ajouter de la lumière pour soit du news un peu particulier ou du documentaire animalier ou du documentaire ethnographique, je pense que c'est un bon produit, puis on peut y mettre plein d'optiques possibles, quoi. Voilà pour cet Alpha 7S qui est vraiment un très très beau boîtier. On va parler dans un instant d'un autre appareil qui permet de faire de la vidéo, un autre réflexe. Entre-temps, Fabrice, maintenant c'est à moi en plus, qu'est-ce que je dis, c'est à moi, on va revenir vers toi dans un instant. Je voulais parler moi d'une caméra qui est différente, hein, c'est pas du tout l'idée d'un réflexe. On a beaucoup parlé des tourelles dans différentes émissions, Fabrice. D'ailleurs on va en reparler très bientôt parce qu'on prépare une émission spéciale sur le sujet. Faire un peu le tour complet, ouais. Voilà, pour une tourelle c'est pas mal. Elles le font pas, hein, la plupart du temps, attention, hein. Merci beaucoup Stéphane. Donc les tourelles, on peut rappeler ce que c'est, Fabrice. C'est une caméra motorisée en fait. C'est tout simplement, ça remplace le principe de dire qu'on a besoin de quelqu'un pour qu'elle tourne à droite ou à gauche, pour qu'on la monte ou et on peut à distance la piloter, c'est-à-dire régler le zoom, la netteté, la colorimétrie, tout ce qui fait que on peut la piloter à distance plus facilement qu'une caméra fixe. Et l'avantage de ces tourelles, c'est que maintenant elles sont très efficaces. On a des capteurs HD qui sont de très bonne qualité et on a des fonctions qui sont tout simplement, moi j'ai une caméra fixe devant moi, si j'ai le malheur d'avoir été mal cadré au départ, je suis foutu pour l'entendre de l'émission. Toi tu as la possibilité avec la caméra tourelle de la piloter à distance avec une télécommande, ça c'est le minimum, avec du pilotage, avec des pupitres qui vont avoir des fonctions de remote classique, comme un joystick à la télé, pour monter, descendre, avancer, reculer, et surtout pour avoir des mémoires, ce qui nous permet rapidement, en appuyant juste sur des touches, de dire, t'as fait avec une seule caméra tourelle 15 plans différents au millimètre. Du même endroit. Hein, et que, bien sûr, du même endroit. 15 plans, ça va jusqu'à 178 mémoires sur les pupitres pour certains. T'es tranquille. Tu as ton cadrage qui est préparé. Après, tu as juste à affiner. Ça va très vite. Alors, regarde, on va juste faire un essai de 2 secondes pour vous montrer. Je reviens sur Stéphane et regardez, hop, du bout de ma télécommande, j'arrive à passer de toi, Stéphane. Je pourrais même venir sur moi. Voilà. On pourrait programmer ces 2 positions, en fait, avec cette tourelle. Et alors, pourquoi on vous parle de celle-là? C'est l'une des caméras de chez Lumens, qui est un fabricant belge, hein, si je ne me trompe pas. C'est qu'elle est très très bon marché et de très bonne qualité. En fait, elle reprend au minimum les qualités d'une Z330 de chez Sony, donc déjà une caméra broadcast, on va oublier ce mot-là sur ce cas-là, c'est une caméra qui a déjà été utilisée par les broadcasters pour faire les plateaux filmés, que ce soit les radios ou les télévisions, et elle arrive même à un tarif à la moitié. C'est-à-dire qu'on est à 1 800 € hors taxe pour la caméra, pour le premier modèle, pour une caméra qui fait largement son boulot, comme on dit, et qui est compatible avec... Qui sort en SDI. Qui sort en HD SDI, en DVI et aussi en format VGA, donc on peut aussi l'afficher sur d'autres écrans, et qui est compatible avec le mode VISCA, c'est-à-dire qu'on peut la piloter et la mettre dans un jeu d'une Sony. Donc ce n'est pas anodin quand on veut changer son plateau, passer de la SD pour les anciennes caméras tourelles, nouvelle HD, à un prix défiant aujourd'hui toute concurrence. D'ailleurs Stéphane, je vais te recadrer un petit peu. Voilà, il y a le point. Regarde, le point on peut aussi le faire. On peut aussi le faire d'ici. Voilà. Si tout va bien, normalement tu es net. Donc elle a la frite cette tourelle. Voilà. C'est ça, exactement. Merci. En plus, l'équipe qui se charge de sa commercialisation est adorable. Voilà. Donc Lumens, souvenez-vous de ce fabricant de tourelles dont on reparlera évidemment à l'occasion de notre. Pour les très observateurs, ils reconnaîtront un modèle d'une autre marque. Lumens fabrique pour un autre fabricant bien connu dans le marché. Voilà, on dira pas lequel parce que je sais pas si c'est. Je sais pas s'il serait fâché, mais c'est le même modèle que. Voilà. Dans cette gamme, ça vous fait penser à autre chose. Voilà, c'est pas par hasard. On continue. Alors on vient vers toi, Fabrice, parce que Stéphane ce sera juste après, avec alors un boîtier de transmission sans fil, on va dire. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire on va tout filmer, on va tout mettre, mais les câbles, c'est une vraie problématique par moment. Et il y a une marque sur le secteur qui est bien reconnue pour ça aujourd'hui. C'est Teradek qui fait des produits HF de transmission. Et là, ils ont au fur et à mesure augmenté la gamme. Parce qu'avant, pour une caméra HF, il fallait mettre beaucoup d'argent pour mettre des boîtiers, des gros boîtiers avec grosse puissance.
Et aujourd'hui, ces produits sont abordables en termes de coût et en termes d'efficacité commencent à devenir, on va dire, redoutables. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, on commence à réellement récupérer des grosses fonctions qu'on avait sur les gros boîtiers. Et ils ont plusieurs modèles. Donc c'est la gamme Bolt. Et là, ce modèle qui est présenté aujourd'hui sur le 300 couplé avec un 930 à l'arrivée permet d'avoir une bonne réaction sur un flux en Full HD avec ce qu'ils appellent le zero latency. C'est-à-dire que théoriquement, t'as pas de latence. Donc c'est pratique pour du flux live. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir travailler sans délai supplémentaire dans la transmission de la HF. Je donne un exemple. J'ai une petite régie multicaméra et j'ai mon cadreur qui peut pas aller là où il va avec un fil parce qu'il ne peut pas y passer. Là, il a son petit boîtier jusqu'à 50 mètres et ces boîtiers-là sont un peu plus puissants, ils vont plus loin. Et ben, j'ai aucun problème. Donc là, sur ce modèle-là présenté, il le présente sur un drone parce que c'est fait pour ou sur un câble quand tu es au-dessus sur un stade parce que ça marche bien. Et c'était en termes de prix, ce n'est pas déraisonnable. On est à 1300 et quelques euros hors taxe le couple. Donc c'est pas inabordable. Ouais. Quand on sait combien coûte aujourd'hui de tirer la vidéo entre une caméra et la régie en termes de câblage, hein, pas oublier que le câble c'est cher, et ben là ça se calcule dans certaines fonctions. Attention, si c'est pour avoir le cadreur qui aurait pu être câblé parce qu'il est fait 10 mètres devant une scène, ça se réfléchit. Si on a besoin vraiment d'avoir une souplesse de travail, petit détail, faut pas négliger l'aspect batterie quand même parce que tout ce qui est HF, hein, tout le monde le sait, pour le son haute, ça consomme. Donc après il y a des fonctions qui sont à ajouter. Allez, il nous reste j'allais dire une onzaine de minutes. Non, il nous reste un peu moins de 12 minutes pour finir ce tour d'horizon de notre sélection de Noël 2014 dans Broadcast Time. On continue avec toi, Stéphane. Et j'allais dire un caméscope, c'est pas du tout un caméscope, c'est une vraie caméra de chez JVC. Si, c'est caméscope. À partir du moment où c'est rangé, Tu dis caméscope, toi? Ah oui. Dès qu'il y a un enregistreur dedans, c'est un caméscope. D'accord. À partir du moment où il n'y a pas d'enregistreur, c'est une caméra. Bien, camcorder. Bien. Alors JVC, donc avec ce modèle qui arrive dans quelques jours. Le produit arrive effectivement en janvier. JVC, c'est souvent le vilain petit canard, quoi. Ils sont discrets, mais ils sont super bons. Exactement. Il y a un peu un complexe d'infériorité, j'ai l'impression. Mais malgré tout, là, ils ont sorti. Il y a une rafale de nouveaux produits qui ont été montrés sur EBC et sur le Satis. Ils avaient été les premiers d'ailleurs à produire un caméscope 4K il y a 2 ans, en 2012, mais bon, qui enregistrait en fait en cadrant, c'est-à-dire c'était 4 flux HD, il fallait ressortir par 4 HD SDI, donc pas forcément très très pratique. Là, c'est un caméscope qui est très compact, qui est équipé en fait d'un grand capteur, hein, donc un peu comme les autres acteurs du marché, Canon notamment, ou Sony, donc capteur qu'on appelle Super 35. Et puis il va enregistrer en 30 images ou en 24, donc 24 pour donner un look un peu cinéma, 24 images en progressif. Il peut aussi faire de la Full HD, et ce qui a aussi été un élément un peu différenciateur de JVC par rapport à ses petits camarades, c'est que pareil, depuis quelques temps, ce sont des caméras qui sont dites connectées, donc il peut transmettre en Wi-Fi les images, que ce soit pour les news, et là, ce caméscope aura aussi cette possibilité d'envoyer en simultané, alors pas de la HD, mais un fichier SD. Ouais. Donc vous pouvez faire un contrôle, faire un pré-montage tout de suite en quasi temps réel. Et pour un prix qui est quand même hyper agressif, c'est 3 500 €. Ah oui. Pour un produit 4K, moi je dis chapeau. Fabrice ? Pareil, j'attends de tester parce que le placement tarif va être bien étudié pour attaquer un segment qui est... Il y a du monde, hein, donc... Ouais. Et parmi les gens qui font des produits qui se sont illustrés en vidéo cette année, on a parlé tout à l'heure de l'Alpha 7S de Sony. Il y a évidemment le GH4 de Panasonic. Je sais pas si vous voulez en dire un mot, mais dans le monde du réflexe, il y a eu le 5D. Et la série GH, elle a vraiment marqué de son empreinte aussi, avec ce GH4 qui est sans doute le plus réussi des 4. C'est un produit qui est intéressant.
Juste, ce qu'il faut quand même ne pas oublier, ça dépend ce qu'on veut faire aussi avec. Soit on enregistre en compressé, soit on enregistre en non compressé. Du coup, si c'est du non compressé, il faut rajouter l'accessoire qui va bien. Donc petit quand même surcoût. On double presque le prix de l'appareil. Voilà. Et moi, je dirais juste un mot sur le GH4 ou l'Alpha 7S, etc. Sur des produits. Il faut pas oublier que ça reste des appareils qui sont hybrides avec une prise en main qui sera toujours quand même, à mon sens, moins facile qu'un caméscope. Ouais. Donc il faut les accessoiriser. Donc là, à nouveau, c'est du surcoût. C'est-à-dire, il faut ce qu'on appelle une cage, un petit accessoire dans lequel on met l'appareil photo sur lequel on va pouvoir fixer les accessoires, pour avoir les sorties soit HDSI non compressé, pour mettre le son micro, pour mettre éventuellement de la lumière, pour mettre un système de follow focus, etc. Donc attention, et quand par exemple on filme en mode RAW, c'est pas non plus quelque chose qui est donné à tout le monde, ouais. Donc ça peut des fois être un petit peu... Ça pardonne pas, quoi. Non, ça pardonne pas. On n'a pas mis Blackmagic dans la liste, mais il y a aussi des produits qui sont un peu de cette, je dirais, de cette philosophie. Ouais. Et moi, pour avoir fait quelques ou même des produits de caméra, par exemple, non la Blackmagic Cinema, ou même ou chez Canon la C500, voilà, c'est quand même, il faut quand même avoir l'œil. C'est pas des alors. La nouvelle caméra qui est intéressante chez Canon, qui est sortie avec le plus d'autofocus et de mise au point automatique, c'est bien. Ça, justement, ça facilite les choses. La C100 Mark II. Voilà. Ouais. Sinon, il faut savoir qu'il n'y a pas d'automatisme sur ces produits. Donc, il faut avoir l'œil, parce que la profondeur de champ, sur de grands capteurs, c'est au millimètre près que ça se joue. C'est sûr. Voilà, donc le GH4, évidemment très bon choix, mais voilà, exigeant. Vous aurez de très belles images, mais vous pourrez aussi les foirer. Donc sachez-le avant de faire votre choix. Il nous reste 6 minutes pour 7 produits. Alors là, ça va être chaud, les amis, chaud. On continue avec qui? Alors, je retrouve mes petites fiches. C'est avec toi, Fabrice, le génie. Ouais, parle-nous du génie, il sort de nulle part. Bon. Le cirque, c'est en recherchant dans ma liste de Noël, dans les petits produits, je l'ai trouvé comme ça en passant par hasard, et il m'a beaucoup plu parce que c'est exactement ce que j'ai du mal à faire parfois, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de simple à utiliser pour faire du time-lapse ou de la gestion de vidéo avec un petit décalage, tu sais, qui permet d'avoir un petit angle de travail différent. Et ce produit, il est relativement bien placé en termes de prix. On est à 900 et quelques euros, entre 800 et 900 euros hors taxe suivant les produits, et il est redoutable d'efficacité. En gros, ça fait tout. On appuie sur un bouton. En fait, en gros, tu vas régler, tu as un menu, tu vas régler le temps de latence que tu donnes à l'appareil pour décaler d'un cran ta photo et pour lancer le capteur photo. Donc, même si tu connais rien, tu as juste à régler. Tu dis, voilà, je veux une photo toutes les 10 secondes, je veux qu'il décale toutes les 10 secondes, et puis ça va faire le travail. Et ça le fait relativement très bien. Mais il gère la motorisation, on le voit sur un. Alors la motorisation, là, c'est après, c'est des fonctions différentes. Tu vas l'adapter soit sur un pied classique, et c'est lui qui va tourner sur le pied, soit tu vas le mettre sur un rail, et là c'est le rail que tu vas motoriser en plus. Très bien. D'accord. Bon, voilà pour le Sirp Génique, alors qui n'est pas un produit tout nouveau, mais qui est disponible depuis assez peu de temps. Jusqu'à maintenant, je l'avais pas vu, en tout cas en France, et là il est distribué, donc ça veut dire que maintenant il est là. Voilà. On continue avec une autre caméra, alors qui a battu un record de financement sur Kickstarter pour une boîte française, ou tout court d'ailleurs même, je crois, puisqu'ils sont ils sont à quasiment à 1000% de leur objectif de base. C'est Gyroptique, une boîte française basée à Lille, 1,5 million de dollars quand même quasiment de récolté. Et une caméra assez géniale, Stéphane. Oui, d'ailleurs, on les a reçus sur l'événement qu'on organisait la fin octobre sur Screen for All. On avait la chance d'avoir un des responsables de la société. On a fait justement une conférence autour de tout ce qui était un peu les nouveaux outils de prise de vue, et la caméra, elle a suscité un intérêt assez énorme, quoi, parce que alors on va pas citer GoPro, mais on va dire c'est une action cam version 360, quoi. Donc hyper simple, qui enregistre, et surtout qui a des possibilités enfin, le produit, il va être, grâce justement
rapport au fond d'amorçage qu'ils ont eu, ils sont déjà sur une version 2 avec une qualité qui va être meilleure au niveau des capteurs. Il y a 3 capteurs à l'intérieur. Ça fait un stitch, hein, donc en fait ça colle automatiquement, on va dire, les 3 images pour faire cette image panoramique. Là où justement des fois il faut des logiciels pour le faire. Produit qui est waterproof. Voilà, donc c'est un super produit et qui peut devenir une belle référence et donc un nouveau constructeur sur le marché. Voilà. On continue avec, il reste 3 minutes, hein, donc j'essaie de tenir l'objectif, c'est pas sûr qu'on y arrive. Je dois absolument vous reparler du Bebop. Je suis sur Gyroptique à nouveau. Voilà, le Bebop, c'est le nouveau drone de chez Parrot, assez étonnant. On en a parlé ici déjà. D'abord par la manière dont il filme avec cette lentille demi-sphérique et un rétablissement, on va dire, de l'image à plat en temps réel qui permet virtuellement de se balader à peu près partout dans l'image. Et puis c'est vrai qu'en termes de drone, vraiment en tant que tel, Parrot a réussi un super boulot avec une facilité de pilotage, une capacité de stabilisation assez phénoménale. Et puis il y a évidemment cette manette qui donne vraiment l'impression qu'on est un pilote de l'US Army ou de la Royal Air Force en train de piloter un vrai drone. Là, on le voit pas, mais voilà, assez étonnant. Bon, c'est pas donné, hein, parce qu'on est à quasiment 500 € et quasiment 900 € avec la manette, mais voilà, c'est un très, très joli drone. Et je conseille les lunettes aussi d'immersion pour des Sony ou autres. Hein, il y en a chez NEC, il y en a chez Epson. Alors là, l'effet est totalement immersif. C'est assez impressionnant pour le pilote. Ouais. Bon, voilà pour le Bebop. Il nous en reste quelques-uns. Alors, allez, un mot sur chaque, parce qu'il faut vraiment qu'on file. On va parler d'un micro, Fabrice, avec toi. Oui, la marque DPA qui est bien connue dans le milieu. Hein, c'est une marque haut de gamme avec des prix qui sont, on va dire, placés plutôt haut de gamme. Et là, c'est un micro qui va plaire à ceux qui veulent pas se casser la tête. C'est un collier, en fait. Tu places ton collier. C'est un micro qui va pouvoir, on s'en sert surtout sur les télé-réalités ou tout ce qui va être un peu immersif. C'est-à-dire que tu veux filmer quelqu'un dans une balade et tu veux savoir simplement ce qu'il va dire et autres. C'est très pratique, c'est facile à mettre, un petit collier, hop, et c'est fait. C'est le Discrete. Le Discrete, c'est une gamme, le Discrete en fait. Ça vaut combien là, on est aux alentours de 500-600 € dans la gamme de ces. Il y a l'appareil, la petite pince, il y a celui qui peut se mettre dans les cheveux, c'est raté pour moi. Mais voilà, il y en a plusieurs. Le Discrete est une ligne complète. Time, comme on dit en tennis. On retourne vers toi, Stéphane, pour un mot seulement sur le TriCaster Mini. TriCaster Mini de NewTek, distribué là en France, en Europe par 3D Storm. Impressionnant parce que là on voit pas forcément la taille, mais c'est gros comme je dirais 2 briques de lait. On y met des caméras, on rentre directement en HDMI, donc on dit HDMI, câble court. Eux ils proposent en plus des câbles assez longs. Ça fait ce que fait un TriCaster traditionnel, hyper compact avec un écran intégré. C'est bien pour le monde du corporate, de l'éducation. Il y a plein d'applications possibles, super qualité. Voilà. Super produit qui est en rupture de stock, hein, je crois. Voilà, on le voit, assez étonnant. Et on sera peut-être sur un TriCaster Mini au CES dans un mois à Las Vegas pour diffuser en direct et pour faire la réalisation des émissions. On vous reparlera évidemment du programme de Vegas très vite sur Watch. Allez, je passe sur l'iMac 5K. Vous savez déjà tout sur lui. Fabrice, tu as 30 secondes pour nous parler de 2 produits. On commence par un produit de chez Data Video. Data Video qui a fait le TC200, c'est une petite boîte qui va se mettre à la sortie de tes images en HD SDI pour rajouter le bandeau titre, ton logo qui va, c'est des générateurs de caractères. Il est très bien parce que simple d'accès, tout simplement. On rentre une image, on rentre après dans son mélangeur en fill key et tout basique. On a un soft qui est fourni gratuitement sur un ordinateur HDMI, sortie HDMI indispensable. En Full HD, on met le bandeau, c'est du simple à utiliser et ça vaut 535 €. Voilà. Et puis tu voulais qu'on finisse par Sweetronix. Oui, un petit clin d'œil parce que tout le monde me dit à un moment ou l'autre, mes batteries, j'arrive pas à en trouver autre. Si, il y a quelqu'un qui a fait ça. Sweetronix, et ils ont des batteries pour tout ce qui existe. Ils adaptent des systèmes pour faire par exemple une batterie que vous pouvez brancher directement avec une sortie USB pour avoir un double système, des batteries qui existent pour tous les modèles. Donc là, ce système de batterie, vous allez pouvoir trouver ça facilement et les prix sont relativement abordables. Voilà, donc c'est
Tronics. Alors ils font plein de produits, mais il y a évidemment ça marche pour Autolib dans l'eau c'est dommage, mais je suis pas sûr. Enfin, il faut leur proposer. Hein. Bon, merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ce broadcast time. On a fêté Noël avec un petit peu d'avance. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et merci et très bonne soirée. Et les programmes continuent sur Watch TV. Salut à tous.